Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bonne année à toutes et à tous. J'espère que nous pourrons tous cette année travailler pour notre désir, puisque c'est de ça dont il s'agit, pour pouvoir avoir certaines satisfactions dans la vie. Alors, donc nous sommes dans cette nouvel espace, dans ce nouvel espace de psychanalyse pour tous. Bienvenue. Alors, bonsoir, Assis, bonsoir, Vidovic, bonsoir. Donc une nouvelle rencontre qui bien sûr, bien évidemment, va être différente. Christine, bonsoir, Guy, bonsoir. Donc c'est un espace que la majorité d'entre vous connaissent déjà. Et puis pour les nouveaux venus, bonjour et bienvenue. Marie-Christine, bonjour. Donc comme vous le savez, René, bonsoir. Olivier et Orange Psy, bonsoir. Donc, ravi de vous retrouver. Oui, pour moi de même. Jasmina, bonsoir. Donc, comme vous le savez, ce qui se répète a la particularité toujours d'être différent. Donc, c'est un nouvel espace où nous allons continuer ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire Pascal, bonsoir, Darine, bonsoir, là, et Shadi, le travail de diffusion que nous nous proposons de faire. Donc, des découvertes de Sigmund Freud, plutôt de la production de Sigmund Freud, parce que c'est pas qu'il a découvert quelque chose, sinon qu'il a produit quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant lui. Et donc, fait qui est un instrument, la psychanalyse. Samy, bonsoir. Féti, bonsoir. Bonne année, Marie-Christine. Donc, quelque chose qui va nous permettre de donner une nouvelle dimension à cet être humain que nous sommes. Bien évidemment, pour avoir accès à cette nouvelle dimension, nous n'allons pas nous asseoir uniquement sur la théorie, sinon que nous devons passer nous-mêmes par ce processus pour découvrir vraiment de quoi il s'agit, parce que la théorie, n'est toujours que la théorie. Hakim, bonsoir. Dans le sens où elle est, Céline, bonsoir, c'est toujours limité. Donc, Damienne, bonsoir, bonne et heureuse année à vous aussi. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler, enfin j'ai mis comme titre la rupture. La rupture, c'est le sujet. Annick, bonsoir. Le sujet de ce soir, c'est la rupture. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de rupture. Car Freud s'est rendu compte de ce qu'il avait produit. Ce qu'il avait produit était bien plus grand, bien plus important qu'une thérapie. Alors c'est vrai que la psychanalyse, elle est née dans un but thérapeutique. La psychanalyse est née dans un but thérapeutique et rupture sentimentale. Voilà. Donc elle est née dans un but très thérapeutique et elle est très efficace dans ce travail. D'ailleurs, Miguel Oscar Menasa, le directeur de l'école, nous dit que la psychanalyse voudra toujours guérir, même si elle sait que ce n'est pas exactement ce qu'elle est censée faire. Mais dans tous les cas, elle est guérisseuse. Frédéric, bonsoir. C'est-à-dire que la psychanalyse est un instrument qui va au-delà de l'effet thérapeutique. D'ailleurs, on parle de l'effet thérapeutique comme un effet secondaire au travail analytique. Les bénéfices thérapeutiques sont secondaires. Rupture, est-ce renoncement? Demande Christine. Donc, la proposition que je veux faire un petit peu aujourd'hui, c'est quelque chose de, on va dire, plus scientifique. Sophie, bonsoir. Plus scientifique. Car il est important de pouvoir, même si nous avons l'habitude de parler de choses et d'autres ici dans cet espace, de pouvoir montrer que la psychanalyse a un cadre. Quand on parle de la psychanalyse comme d'une science, et que c'est une discipline scientifique parce que, comme toutes les sciences,
elle a un cadre, c'est-à-dire qu'elle a des limites et qu'il est important de souligner et l'importance de ces limites parce que si on ne respecte pas ces limites, ben, on passe à un autre champ, on passe à autre chose qui n'est plus le champ théorique de la psychanalyse. Donc pour commencer, et ça c'est très important, c'est que l'objet d'étude de la science psychanalytique est le concept d'inconscient. Bonsoir Carlos. Et c'est le concept d'inconscient. C'est-à-dire que à partir de la production de Diaspora, bonsoir Assas. Donc à partir de la production de Sigmund Freud, la vie psychique a complètement changé son regard. C'est-à-dire qu'elle ne regarde plus là où elle comprend, elle ne regarde plus là où elle croit, on va dire, sinon que là où elle aime, sinon qu'elle regarde là où elle ne sait pas. Et c'est ça un petit peu ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Sabine, bonsoir. Alors quand on parle de la théorie psychanalytique, on pourrait penser qu'il s'agit d'une réalité qui a une théorie quelque part, qui a une réalité quelque part, et que pour pouvoir l'atteindre, je vais devoir appréhender ces concepts pour pouvoir avoir un Fauda, bonsoir, très bien, merci à vous. Et comme s'il s'agissait de s'accorder avec cette réalité et que ça, ce serait le fait de théoriser. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est pour ça que nous allons parler de rupture. Revenons un petit peu en arrière. René Descartes avec son cogito ergo sum, le cogito cartésien de je pense donc je suis, rappelons que c'est une production qu'il a émise en 1600 et quelques, c'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs années. Et à partir de Descartes, nous savons que la science produit une nouvelle réalité. Quand je dis la science, c'est-à-dire que chaque science, la science en général, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une science, une autre science et différentes sciences. Et que la psychanalyse, c'est la production d'une science qui va subvertir l'idée de science, justement. Hein? Fadela, très intéressant, qui va subvertir l'idée de sens. C'est-à-dire qu'à partir, bonsoir Martine, à partir de la production de la psychanalyse, plus rien ne va ressembler à ce que c'était avant. C'est-à-dire qu'il va y avoir rupture dans le champ scientifique. Une rupture. Et cette idée de rupture, on va voir que la psychanalyse produit plusieurs ruptures, comme toutes les sciences. C'est-à-dire que c'était pas, la rupture, ce n'est pas une particularité de la psychanalyse, sinon qu'il y a rupture sur toutes les sciences. Et c'est ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui, de cette idée, de ce concept, on dit aussi c'est un concept, Sabrina, bonsoir, de ce moment fondamental de la rupture. Ah, bien évidemment, c'est quelque chose qui existe de façon théorique. On va voir un petit peu la théorie, Estelle, bonsoir, la théorie un petit peu aujourd'hui, mais qu'en plus, après, c'est quelque chose que le sujet, d'une certaine façon, va devoir passer aussi pour devenir sujet de l'inconscient, va devoir passer aussi par cette rupture épistémologique. Exactement, Féti. Alors, quand on parle de rupture, on parle ici bien évidemment de la rupture de la pensée, qui est aussi, bien évidemment, aussi une rupture sentimentale, puisqu'il va falloir abandonner, ou en tout cas renoncer à un moment à nos idées antérieures pour pouvoir avoir accès à cette nouveauté. Et que, comme toute nouveauté, en fait, chaque nouveauté, bonsoir de Qatar, Erzidine, bonsoir, Stéphanie, bonsoir, pour pouvoir avoir accès, on va dire, à cette nouveauté, comme toute nouveauté, est incomparable. Si une nouveauté, je la compare à quelque chose qui existe déjà, je perds la nouveauté. Donc il y a, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de rupture, parce qu'il y a un certain vertige avec la nouveauté, c'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement nouveau, incomparable. Les femmes souffriraient plus que les hommes après une rupture amoureuse, selon une étude. Hakim. Mais ici, il ne s'agit pas exactement d'une rupture amoureuse, bien que nos sentiments, nos émotions vont rentrer en jeu et qu'il y aura bien évidemment face
à cette rupture épistémologique, exactement, ou coupure si vous voulez, il va y avoir bien évidemment des résistances. Parce que rentrer, s'introduire dans le champ psychanalytique, c'est mettre un pas, c'est commencer à transformer sa vie. Nous concluons de la présentation. Cause de ces confins, bonjour, de vous retrouver. Bonsoir madame. Donc, premièrement, vous avez vu qu'on a l'habitude, ici en général je fais référence à ça, quand on parle en psychanalyse de l'être humain, on parle d'un sujet. On dit qu'il est sujet. Pourquoi? Parce que il y a, d'un côté il y a l'homme, d'un autre côté il y a l'humain et il y a le sujet. Et le sujet en psychanalyse, ben, c'est le sujet de la psychanalyse, le sujet de l'inconscient. Hein, c'est-à-dire que c'est le sujet de ce psychisme. Hein. Donc, il y a un élément, on va dire qu'on pourrait être sujet de la médecine, on pourrait être sujet de la biologie. Et ici, il s'agit, pour bien différencier d'autres types de sujets, on parle du sujet, hein, du sujet qui est soumis à certaines déterminations, ou plutôt on dirait à certaines surdéterminations, dans le sens où ce qui va déterminer le sujet de la psychanalyse, ce sont des surdéterminations. Il y a plusieurs éléments qui surdéterminent la position du sujet, et bien évidemment, entre autres, sa position inconsciente. Alors, la science, quand on parle de la science, de toutes les sciences en général, ce n'est pas la réalité. Non, mais c'est la science, c'est simplement cet espace-temps de la réalité que la science détermine. On va dire que dans l'immensité du monde, la science est un tout petit point qui s'occupe de quelque chose de précis et de bien délimité, comme je disais au départ. Et le sujet qui nous intéresse en psychanalyse, ben, c'est le sujet, bien évidemment, c'est le sujet psychique, c'est le sujet des émotions, c'est le sujet des comportements, c'est le sujet de la vie quotidienne, le sujet qui aime, le sujet qui souffre, c'est le sujet qui va haïr, le sujet qui a des idéaux, le sujet qui a des illusions. Ça, c'est le sujet qui nous intéresse en psychanalyse et c'est celui qu'on va, d'une certaine manière, utiliser pour notre étude. Il semble que le manque de respect de la liberté des êtres humains soit à l'origine de leur sentiment d'oppression. Le manque de tolérance des différences, non? Vous voulez dire, enfin voilà. Donc, alors, et on va voir que tous les processus scientifiques, et ça c'est super intéressant, c'est que tous les processus scientifiques de l'humanité, à chaque fois, ce qu'ils proposent, justement, c'est une rectification d'un mode idéologique d'appréhension de la réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, prenons cet exemple tout à fait didactique, qui est très intéressant, par exemple, en prenant l'exemple de Copernic. Copernic, il a repris la théorie de l'héliocentrisme, qui venait démontrer de façon théorique, parce qu'il ne sait, non, que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Jusque-là, les hommes pensaient que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, puisque c'est ce que leur sens leur montrait. Donc ils étaient persuadés que leur sens avait raison et que l'univers tournait autour de leur planète. Et donc, grâce à la science, nous avons pu découvrir quelque chose dont nous n'étions pas capables, que nos sens n'étaient pas capables de déceler. Et qu'on a pu donc avoir la possibilité de, lorsqu'un désir fort l'emporte sur un désir faible, le désir dominant devient celui qui domine. Donc, et grâce à la science, nous avons la possibilité de mieux découvrir cet être humain que nous sommes. Que par exemple, grâce à Copernic, nous savons que quand nous voyons le soleil qui tourne apparemment, nous savons que c'est aujourd'hui, nous savons que c'est une illusion, que nos sens viennent nous donner des informations illusoires. Et en fait, c'est ce que va faire chaque science. Chaque science va venir nous apporter une information pour nous montrer que nous vivions d'une illusion et que grâce à la science, nous avons accès à une réalité qui nous montre que
ce n'est pas ce que nous vivions dans l'illusion. Daniel, bonsoir. Donc, c'est-à-dire que la science est un instrument qui nous permet d'aller au-delà de nos sens. C'est un instrument comme on va pouvoir avoir un microscope pour voir les choses en tout petit, on va utiliser la science pour découvrir d'autres points de notre propre vie, pour nous montrer que ce n'est pas exactement ce que nous pensions, que nous ne sommes pas exactement ce que nous pensions, sinon que nous avons on va dire que la science va dévoiler un aveuglement de l'être humain sur lui-même ou sur sa position terrestre, par exemple, à l'intérieur de l'univers. Donc, appréhender la science, appréhender plutôt la réalité avec mon appareil perceptuel, c'est-à-dire avec ce que je peux toucher, avec ce que je peux voir, avec ce que je peux goûter avec mes sens, ce que je peux sentir, c'est bien évidemment, Claudette, bonsoir, c'est Afid, bonsoir, c'est bien évidemment limiter mon approche de la réalité, comme nous le montre Copernic. C'est dire, on a la possibilité encore aujourd'hui, même après Copernic, il y a des gens qui vivent dans l'illusion de leur sens, qui sont persuadés que leurs sens viennent leur dire une vérité sur eux-mêmes. Alors que Copernic, il nous a déjà montré que nous ne pouvons pas avoir confiance en nos sens, que nos sens ne nous disent pas quelque chose qui est en relation avec notre réalité. C'est-à-dire que la science vient dévoiler un aveuglement de l'humain, sur la condition, on va dire sur la condition humaine. Or, comme on a déjà eu l'opportunité d'en parler, nous savons qu'avec la psychanalyse, ce que justement elle vient montrer, c'est qu'elle vient nous montrer que la conscience, on essaie de mettre du sens dans ce grand chaos qu'est la vie, et même la science se trompe aussi. Voilà. Comme ça, on va résoudre les problèmes, on va dire que la science se trompe aussi. Mais la science ne se trompe pas dans le cadre qu'il occupe. D'accord ? C'est-à-dire que dans ce cadre qu'il occupe, la science ne peut pas se tromper. Sinon, ce serait ni une théorie, ce serait un délire. Et en plus, ça nous convient à tous et à chacun de croire en cette possibilité qu'ont les êtres humains de produire des sciences. Donc, la psychanalyse vient nous dire que la conscience est considérée, qu'elle fait partie de notre appareil perceptuel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la possibilité de mémoriser l'information qu'elle reçoit, que ce qu'elle reçoit est toujours déformé. Donc ça fait partie des autres sens, on va dire, qui sont à notre disposition. La psychanalyse considère que la conscience est un appareil perceptuel et que l'information que me donne ma conscience devient une illusion. Et tout aussi illusoire que quand je vois le soleil tourner autour de la Terre. C'est-à-dire que quand je crois à tout ce qui me passe par la tête, quand Felipe, bonsoir, quand je crois, Racha, bonsoir, quand je crois à ce que l'information que ma conscience me donne, d'une certaine façon, pas d'une certaine façon, je vis dans l'illusion. Et voilà une des ruptures que va proposer la psychanalyse, c'est-à-dire que si aujourd'hui, grâce à la psychanalyse, j'ai la possibilité de penser que mes idées, mes pensées sont quelque chose d'illusoire, je ne peux plus vivre de la même façon. Mais ici, on parle, Stéphanie, de la science psychanalytique. Et la science psychanalytique est là un objet d'étude. Et son objet d'étude, il est bien délimité. Et l'objet d'étude de la science psychanalytique, c'est le concept d'inconscient. C'est l'inconscient. Et pas n'importe quel inconscient, parce que l'inconscient a existé avant Freud, comme vous le savez. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a d'autres types d'inconscients. Donc, il y a l'inconscient freudien, et l'inconscient freudien, c'est un concept théorique. Et c'est ce qu'étudie la psychanalyse, ce concept d'inconscient. Alors, c'est-à-dire que
reprenons un petit peu l'idée, parce que c'est très intéressant et c'est pas évident à comprendre ou à accepter, parce qu'en fait, il s'agit de notre vie. Hein, le truc de Copernic, bon, bah d'accord, non, c'est l'univers, on accepte. Mais la psychanalyse, c'est quelque chose qui fait référence à notre vie, et en plus, comme on disait avant, à nos émotions, à notre vie quotidienne. Donc, c'est quelque chose où on est au centre de la question. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile, et c'est pour ça qu'il faut s'analyser de nombreuses années pour pouvoir réussir à produire ce sujet de l'inconscient. Ce n'est pas quelque chose qui est facile de traverser, on va dire, cette rupture. Une rupture avec une idée antérieure où avant je croyais que tout ce que je pensais, ben, c'était ma vérité, c'était vraiment mes idées, c'était vraiment là-dessus que je fabriquais ma vie. Alors que la psychanalyse, elle va dire non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une illusion, ça, c'est le résultat d'une transformation et d'une élaboration qui apparaît après dans la conscience, tout comme les rêves, on va dire. Alors, mais Fouad, vous êtes hors sujet ce soir, vous êtes hors sujet. Donc, revenons sur l'idée de la théorie copernicienne qui est très intéressante, puisqu'elle nous dit la science se définit par sa définition, son objet et sa théorie. Son objet, sa méthode, sa technique et les résultats qu'elle propose. On va dire que la science psychanalytique, son objet d'étude, c'est le concept de l'inconscient, et elle a une méthode, que la méthode, c'est l'association libre en transfert, ou plutôt ça c'est la technique, et la méthode, c'est l'interprétation. La technique, c'est l'association libre en transfert, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de psychanalyse hors d'une séance ou d'un cadre analytique, c'est-à-dire avec un psychanalyste, et que la méthode, c'est l'interprétation. L'interprétation construction, va dire Freud, qui va produire un résultat. Et le résultat que va produire cette pratique, c'est l'autoconnaissance et l'autotransformation du sujet. Donc, pour revenir à la théorie copernicienne qui vient nous montrer que les informations que nous recevons donc, au niveau du soleil, alors aujourd'hui, plus ou moins tout le monde a accepté, bien que dans le langage courant, on continue à dire que le soleil se lève et que le soleil se couche. Vous voyez, dans le langage, non, cette idéologie ne s'est pas transformée. On continue à faire référence à nos illusions. Donc, c'est très difficile de ne pas d'accepter que nous vivons avec ces illusions, que les informations que nous avons de nous-mêmes sont des illusions, des illusions. C'est-à-dire que ce que je crois vrai, en fait, est illusoire. Le plus évident pour moi, qui est précisément une illusion, c'est-à-dire ce que je vois, ce que je capte, ce que je pense, c'est une illusion. C'est-à-dire que, comme dans la théorie copernicienne, le mouvement réel est différent du mouvement de ce que je vis. C'est pour ça que la psychanalyse est vraiment très intéressante, puisqu'elle va produire cette rupture. Alors, le champ des phénomènes psychiques est le champ de la vie quotidienne, des illusions, et il faut passer, effectivement, Christine, par des désillusions. Mais une chose, Stéphanie, c'est avoir les illusions, parce qu'on ne peut pas, effectivement, vivre sans illusions. Mais ne pas les croire vraies, c'est des illusions, comme une illusion optique. C'est-à-dire, ce n'est pas la réalité, mais j'ai des illusions, bien évidemment. Mais une chose, c'est avoir des illusions, et une autre chose, c'est les défendre à tout prix ou les vivre comme si c'était quelque chose de vrai. Ça, c'est une autre position. Donc, si le champ des phénomènes psychiques est le champ de notre vie quotidienne, de la vie quotidienne du sujet inconscient, alors nous disons que tout ce qui est perçu, senti, pensé par le sujet avec son appareil perceptif qui est la conscience est illusoire. Est illusoire. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la personne qu'il prétend aimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, non ? Mais on ne sait pas qui il aime dans cette personne qu'il prétend aimer. Il ne haït pas la personne qu'il dit haïr. Que dans la théorie de l'inconscient, les choses deviennent autres de ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a
un abîme. Un abîme. On va dire que la rupture, c'est une sorte d'abîme où on va se rendre compte que la nouveauté que propose la psychanalyse, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour avoir accès, avec lequel nous allons devoir travailler pour pouvoir avoir accès à cette nouveauté. Parce que nous sommes toujours nous sommes toujours influencés par nos sens, bien évidemment. Et donc l'apprentissage, hein, qui est nécessaire par une psychanalyse, l'apprentissage de pouvoir vivre sans croire que tout ce que je vis, c'est la vérité, c'est ma vérité, ben, il faut faire un travail, bien évidemment. Hein. C'est pour ça que, comme toute science, la psychanalyse opère une rupture. Une rupture, c'est-à-dire une distance. Elle va établir une distance avec la réalité. Que la théorie de l'inconscient va produire une distance entre le sujet et la réalité. Une distance qui n'existait pas avant la production de la psychanalyse. Et c'est-à-dire que ce mécanisme de production scientifique, ce mécanisme des productions des sciences en général, produit un éloignement de la réalité. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de rupture, parce qu'il y a une rupture avec quoi? Avec la réalité. Et quand il y a science, c'est parce que se produit un concept scientifique. Chaque fois que se produit un concept, un symbole, il y a éloignement. Il va y avoir un éloignement de notre expérience sensible. La rupture, c'est la distance qui va exister avec l'expérience sensible. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. On peut l'apprendre de façon théorique et puis après, il va falloir s'approprier, on va dire, cette rupture pour pouvoir justement se rendre compte qu'on a des émotions, qu'on a des sentiments, qu'on écoute des phrases, etc. Mais que tout ça, ce sont des informations qu'on ne peut pas, sur lesquelles nous ne pouvons pas vivre comme s'il s'agissait de vérité. De la même façon, quand on parlait de la jalousie, vous vous rappelez le sujet de la jalousie, on disait le jaloux, bien sûr que nous sommes tous jaloux. Attention, nous sommes tous jaloux. Mais il y a des gens qui se laissent guider par leur jalousie, qui croient fermement que leur jalousie, ce qu'ils sentent, c'est une vérité, donc ils la mettent en place, on la voit dans la réalité, ils font des scènes de jalousie, on la voit dans la réalité. Donc on voit qu'il n'y a pas eu qu'il y a encore un processus psychanalytique nécessaire. Parce qu'en fait, si on est tous jaloux, parce que de façon constitutive on est tous jaloux, on ne peut pas se laisser guider par ce sentiment qui en plus est un sentiment qui n'est absolument pas approprié pour des adultes. Alors, pour revenir à cette idée de rupture avec la réalité, Freud il va reprendre une idée qu'avait déjà présentée Kant, que Kant il avait déjà souligné l'idée qu'il existait des blessures narcissiques pour l'être humain. Et de ces blessures narcissiques profondes, ailées, et que la science, que chaque science en fait a infligé une blessure narcissique à l'égoïsme naïf de l'humanité. Et qui ont été, bien sûr, parce que quand Copernic il a dit que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, sinon que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, évidemment, tout le monde s'y est opposé. Comment? Qu'est-ce que non? Il a fallu un certain temps, et vous voyez qu'on continue à croire, quand on se lève le matin, que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc, la religion reprendrait-elle à son compte? Bon, la religion, c'est autre chose, non? Et, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est le processus nécessaire pour l'être humain pour accepter ces nouveautés scientifiques. Parce que, à cause de cette blessure narcissique, parce que avant Copernic, les hommes pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Le centre de l'univers. Alors vous voyez, nous sommes passés, pour ceux qui étudient un petit peu l'univers et les planètes, on a fait théoriquement beaucoup de progrès, mais dans notre vie quotidienne, nous avons encore des difficultés à accepter la production de Copernic. Donc je disais, c'est Galilée qui a commencé, non? Il n'a pas été tué, il n'a pas été tué, il a été jugé par l'Inquisition, mais je crois qu'il n'a pas été tué.
Il a réussi d'ailleurs, il y a un film que les Français ont fait sur Galilée qui est très très bien, où on montre que Galilée, il était très intelligent face au, au jury de l'Inquisition, on va dire, qui venait essayer de saboter sa découverte, et comment lui, il explique donc ce qu'il avait découvert en montrant que c'était quelque chose de tout à fait, pour lui, tout à fait simple, mais qui était très nouveau. Donc Kant, il va reprendre ces différentes blessures narcissiques, hein, que les ruptures épistémologiques, on va dire, ces ruptures scientifiques, sont à l'origine de désillusions. Et qu'il faut accepter, parce que quand on parle de blessure narcissique, c'est-à-dire le narcissisme, c'est-à-dire qu'on vient me dire que je me trompais. Alors non seulement que je me trompais, sinon qu'on me traite d'ignorant. Or il y a une difficulté, tout comme dans certains sujets dans leur analyse, où ils ont des difficultés à accepter parfois l'interprétation qu'on leur donne, parce que ça vient blesser leur narcissisme. Que pour pouvoir apprendre, il faut réussir à passer par ces désillusions, et d'être, comme disait Freud, content de découvrir la nouveauté, parce que avant, en fait, je vivais trompé par mes sens. Et grâce à la psychanalyse, bonsoir Agnès, grâce à la psychanalyse, aujourd'hui, je peux découvrir quelque chose de nouveau auquel je n'avais pas accès avant. Donc, il y a les ruptures épistémologiques qui sont à l'origine d'une désillusion. Donc, chaque science va produire une désillusion à l'être humain quant à sa toute-puissance supposée, non? C'est-à-dire que l'être humain, il se croyait tout-puissant, comme les enfants qui se croient tout-puissants. Non? Après, il va falloir, on va dire, légiférer notre narcissisme pour pouvoir apprendre à vivre avec les autres, parce que sinon, on se croit le roi du monde et on veut que tout le monde se dégage à notre passage. Donc, il va parler de différentes ruptures. Il va déjà parler de la rupture, ou plutôt de la révolution, parce qu'on parle directement de révolution de Copernic, c'est-à-dire qui est venu nous montrer que notre certitude sensible est incapable de produire une vraie connaissance. Que notre certitude sensible est incapable de produire une vraie connaissance. Et ça, c'est ce que nous a dit Copernic. Parce que c'est pas simplement qu'il est venu nous dire qu'il y avait des mouvements terrestres dont on ne sentait absolument rien, sinon qu'il est venu nous dire que notre certitude sensible, elle n'était pas, on ne pouvait pas, c'était pas terre ferme, sinon que c'était une illusion. Ensuite, il y a l'autre révolution qui est la révolution de Darwin, qui a décentré, lui, le sujet, une autre rupture, décentré le sujet biologique avec la théorie de l'évolution, en nous montrant que l'homme est le fruit de l'évolution, et donc il est un animal, il fait partie de la chaîne des animaux, et qu'il est un animal comme les autres. Alors ça aussi, il était, au moment, vous vous rappelez pas parce qu'on n'était pas là, mais que nous savons que à l'époque, Darwin aussi, il n'a pas, sa découverte ou sa production théorique n'a pas été bien acceptée. Ensuite, il y a une autre rupture qui est la rupture, une autre découverte qui est celle de Kant, justement, que lui, il produit une rupture avec la théorie de la connaissance, où en fait, à l'époque de Kant, en fait, nous vivions dans un monde essentiel, un monde des essences, où la connaissance provenait des objets, que les objets étaient divins et que c'était les objets, en fait, qui nous produisaient. Et en fait, lui, il a produit pour la première fois dans l'histoire de la connaissance la possibilité de nous approcher donc au mécanisme de production de la connaissance, c'est-à-dire qu'il a situé l'être humain, bonsoir Nadia, il a situé l'être humain comme un sujet connaissant, que celui qui connaît, c'est nous, c'est pas l'objet qui vient réveiller notre connaissance, sinon que c'est le sujet qui va avoir ce mécanisme vers l'extérieur, on va dire, pour produire la connaissance. Et ensuite, il y a une autre blessure narcissique qui est la blessure de la théorie de la valeur de Marx.
Parce que Marx, lui, il va dire, avec le matérialisme historique, il va dire que le sujet social, ben, nous ne sommes pas des individus, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes des sujets qui sont déterminés par nos relations sociales. Et pareil, lui, il va décentrer aussi le sujet social, c'est-à-dire qu'il va nous montrer que nous ne choisissons pas notre place dans le système de classe, que l'ensemble de mes relations sociales détermine ma position dans le système. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose, non, où on dit que c'est plus facile de changer de sexe que de changer de classe sociale. Bon, après, on peut parler et savoir qu'est-ce que ça veut dire changer de classe sociale. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de gagner plus d'argent. Non, que le changement de classe sociale, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile que d'une production économique. Ensuite, il y a la linguistique de Saussure, qui donc au début du XXe siècle, juste après Freud, va lui aussi produire une rupture dans la linguistique, puisque lui, la séparation qu'il va présenter, c'est une séparation définitive, on dit, entre le mot et la chose. Que je peux dire le mot et que la chose, non, c'est autre chose, justement. C'est-à-dire que on va voir, et donc c'est une autre rupture. Et puis il y a la dernière blessure narcissique, apparemment la plus grande parce qu'en plus elle touche plusieurs angles, et c'est la production de la théorie de l'inconscient. Pourquoi? Premièrement parce qu'il y a ce décentrement de la conscience, que la conscience n'est plus le centre de ma vie, celle que je croyais qui était, non, celle qui dirigeait, qui sentait, qui savait, qui voyait, etc., qui était au centre de l'articulation. À la psychanalyse, je viens dire non, c'est un élément qui fait partie du système, mais ce n'est pas celui qui est le plus important du système. Bien évidemment que la conscience est indispensable et qu'elle fait partie du système, mais que dans l'appareil psychique, il y a une conscience, mais qu'en fait, cette conscience est surdéterminée par cet appareil. Bon. Donc, puisqu'elle était auparavant au cœur de la vie psychique, elle devient, après la production de la psychanalyse, un appareil perceptuel. Donc elle fait partie de l'appareil, elle est indispensable à l'appareil, mais que ça devient un appareil perceptuel. Et Miguel Oscar Melassa, donc le directeur de l'école, il souligne un point qui est très intéressant, il dit « c'est comme si toutes ces sciences nous découvraient un manque. Non, un manque à partir duquel on part pour pouvoir être autre chose, bien évidemment, que ce que nous étions avant. C'est-à-dire qu'il nous dévoile cet aveuglement que nous avions, cette incapacité de sentir les mouvements terrestres. Il y a un manque. Cette incapacité de nous rendre compte, cet inconscient, qu'est-ce que c'est? Donc, comment je suis surdéterminée par quelque chose que je ne connais pas. Non? Donc, Human, le sujet de ce soir, c'est la rupture épistémologique, la rupture scientifique. Et quand on parle de rupture, on parle aussi d'un nouveau niveau d'objectivité. Et ça aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont opposés quand Freud il a publié l'interprétation des rêves en 1900. Il y a beaucoup de gens qui se sont opposés, qui l'ont critiqué en disant que lui, ce qu'il prenait comme matière première pour son travail, c'était le récit du rêve. Ce n'était pas le rêve que le sujet avait vécu. Ce n'est pas le rêve, le rêve rêvé, le rêve réel, non, ni le rêve vécu. C'était le rêve que le sujet nous racontait. Avec tout, je ne me rappelle plus bien, je crois que c'était, mais peut-être que c'était quelqu'un d'autre, et puis il y a un flou là, et puis j'ai oublié une autre partie. Et c'est justement ce matériel-là que la psychanalyse utilise pour travailler. Apparemment un matériel défectueux, puisqu'il y a des oublis, il y a des trous, il y a des flous. Et Freud dit non, justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est que ce matériel, il arrive déjà travaillé. Il est passé par un processus de déformation, et quand il arrive et qu'il s'exprime, il y a des transformations. Oui, et Freud s'est servi des résidus de la science. Comment des résidus? Il s'est servi d'autres sciences. Non, il s'est servi du concept de constance, par exemple,
que rien ne se détruit, mais que tout se transforme. Hein? Parce que le résultat du rêve raconté, c'est le résultat de d'autres mécanismes qui sont rentrés en jeu, qu'il n'y a rien qui s'est perdu. Et qu'une fois qu'il y a quelque chose qui est rentré dans l'appareil, il ne sort plus jamais. Ça devient signifiant, ça s'établit dans l'appareil et ça ne disparaît jamais. Après, ça peut être dans différentes situations, ça ne veut pas dire qu'il est conscient. Alors, quand on parle de ce nouveau niveau d'objectivité, en prenant le rêve, donc on voit bien, dans le sens où le nouveau niveau d'objectivité vient nous dire que c'est le rêve raconté qui va être intéressant, que la véritable matière première en psychanalyse, c'est le récit du patient. Ce n'est pas ce qu'il a vécu. Ça ne nous intéresse pas ce qu'il a vécu. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit qu'il a vécu. Et ça, il y a une grande différence. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a l'incapacité de dire ce qu'il a vécu. Qu'il vit une chose, et ce qu'il va dire, ça va être obligatoirement modifié. Obligatoirement, nous n'avons pas la capacité, ni dans le rêve, ni dans notre vie, de raconter exactement ce qui nous est arrivé. Nous n'avons pas la possibilité. Pourquoi? Parce qu'entre la chose et le mot, il y a une distance. Saussure aussi nous le dit. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que une chose, c'est ce que je vis, et une autre, c'est ce que je dis de ce que j'ai vécu. C'est ce que je dis de ma vie. Par exemple, on peut le voir, il y a des patients où on peut considérer qu'ils ont une vie magnifique, exceptionnelle, ils nous racontent leur vie, pas question de juger, mais par exemple, ou des amis qui nous racontent qu'ils ont une vie, et pourtant ils sont malheureux, ils se plaignent, ils ne sont pas contents, ils ont plein... Donc, vous voyez la différence. Quand ils ont tous les ingrédients pour pouvoir être heureux, et pourtant, ils parlent de leur vie comme si c'était nul, comme s'ils n'avaient rien obtenu, comme s'ils étaient incapables de... Par exemple, en prenant des exagérations. Donc, il y a cette différence entre, et ça c'est très important, entre la vie que je vis et ce que je dis de ma vie, ou ce que je vais écrire de ma vie. C'est-à-dire que quand on essaye de mettre en relation, est-ce que la psychanalyse peut, je n'ai pas vu, être considérée comme une science? Bon, la quête de l'impossible idéal. Donc, c'est-à-dire que quand ce que je dis de ma vie, quand on veut comparer dans les écrivains, par exemple, ce qu'ils ont écrit de leur vie et ce qu'ils ont vécu, ça n'a rien à voir. Et en plus, les grands écrivains, ils se sont permis d'élaborer cette vie dans l'écriture. C'est-à-dire que nous avons tous des vies assez, la majorité d'entre nous, assez quotidiennes, assez misérables, je dirais, dans le sens où on ne peut pas faire beaucoup de grandes choses dans notre vie. Mais on peut les décrire, on peut en parler, on peut en parler. Donc, en psychanalyse, on parle de plusieurs ruptures. On parle de la rupture donc au niveau théorique, philosophique et au niveau idéologique. C'est-à-dire qu'en philosophie aussi, il y a eu ce décentrement qui vient du fait que la psychanalyse, donc il y a beaucoup de gens qui disent que la psychanalyse n'est pas une science parce que ce n'est pas une science de cause. Ce n'est pas le positivisme qui venait expliquer en disant « Non, à mon enfant, si je lui fais ça, quand il sera grand, il se passera ça. » Non. Ça, ce n'est pas ce qui intéresse la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière d'aborder les choses, comme je viens de le dire. Ce qui va m'intéresser, c'est ce nouveau niveau d'objectivité. C'est ce que l'adulte va dire de son enfance. Parce que l'enfance, on ne va pas aller accompagner. Il ne s'agit pas d'aller accompagner le sujet pour voir comment il fait ses courses, comment il parle avec les autres, sinon qu'on va voir ce qu'il nous dit de sa vie. C'est-à-dire que nous partons du dernier effet. Nous ne partons pas des causes, nous allons partir du dernier effet des mécanismes de production. Et on dit que ça, il s'agit de sciences conjoncturales qui s'intéressent, comme la théorie de la valeur, qui va s'intéresser, qui va partir des effets. C'est pour ça que la psychanalyse est l'impossibilité de faire des pronostics. Ce qu'elle peut faire, c'est à partir du discours du patient, voir et interpréter la cause. Ça, il existe, et en plus, ce sera seulement une cause, parce que pour qu'il y ait quelque chose qui se produit dans la vie du sujet, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, et l'interprétation va en toucher une ou deux.
encore que ça dépend, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations sur le même rêve, par exemple. Hein. Et donc, on dit que ça, c'est ce qui va produire une rupture au niveau philosophique. C'est une science conjoncturale qui part des effets, que le processus d'investigation psychanalytique est un processus qui part des effets. C'est à partir du dernier élément de production du système, le rêve qui est raconté, c'est-à-dire déformé par le rêveur. Parce que quand vous demandez au patient, vous pouvez me raconter le rêve, il va raconter un rêve différent. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas raconter le même. C'est une impossibilité de l'être humain. Donc, il va y avoir des différences. D'accord? C'est-à-dire que, et c'est ça qui va nous intéresser, même Freud, il dit que lui, il a fait l'expérience pour montrer que là où il y avait la différence, c'est là où le sujet voulait cacher quelque chose. Et la même chose avec le symptôme. Le symptôme, c'est une production qui a été faite, qui est le résultat d'un travail, c'est ce qui va nous intéresser. Et ce n'est pas le symptôme en psychanalyse, c'est ce que le patient va nous dire du symptôme. C'est même pas le symptôme, c'est comment il va nous parler de son symptôme, parce que chaque personne parle de ses symptômes d'une façon bien différente. Chaque position, on va dire, parle d'une manière différente. C'est-à-dire que c'est en partant des effets que je reconstruis les opérations. C'est-à-dire que dans la production de cet appareil psychique, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais que dans cet appareil psychique où il existe de nombreux mécanismes qui sont en marche et qui montrent, laisse paraître dans la conscience le résultat de tout ce travail, qui n'a plus rien à voir avec le véritable, on va dire, noyau de la question. Et donc le travail analytique, c'est pouvoir faire ce travail de reconstruction où je vais interpréter la cause. Je vais interpréter l'existence d'une force capable d'agir sans se montrer. Et c'est ce qu'on appelle le désir inconscient. Le désir inconscient, ça c'est une production psychanalytique, c'est-à-dire c'est ce qui, nous le savons de façon théorique, que c'est le désir inconscient, c'est celui qui a produit le rêve. Non? Si c'est possible, une séance pour interprétation des rêves. Mais l'interprétation des rêves, ça fait partie d'un travail analytique. On ne peut pas interpréter un rêve sans connaître le sujet. Il faut savoir à qui on a affaire. Non? Donc, il ne s'agit pas de connaître le sujet, sinon il s'agit de savoir avec quoi il peut l'associer. Puis en plus, il faut apprendre à associer librement, que ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire comme ça du jour au lendemain. L'association libre, c'est un travail aussi de la part du patient qu'il doit faire pour pouvoir associer sur son rêve. Donc, comme on disait, l'importance de la science est relative. Puisque dans ce monde immense où il y a tellement de choses, dans cette métaphore de tout ce qui est possible, qui est la réalité, en fait la science est un point minuscule, mais qui sait tout sur ce point qu'elle détermine. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que c'est scientifique. Pourquoi? Parce qu'il y a un objet de connaissance, parce qu'il y a un objet d'étude, parce qu'il y a une méthode, parce qu'il y a une technique, et il y a des résultats qui vont se produire. D'accord? Et dans la science psychanalytique, dans chaque science, il se passe autre chose. Non? Donc, c'est-à-dire que la psychanalyse, elle sait tout de l'inconscient. Pas de l'inconscient d'un sujet, sinon, théoriquement, elle sait tout du concept d'inconscient. Mais uniquement de cet inconscient qui se réprime. Elle ne s'intéresse qu'à cette partie de l'inconscient, parce qu'il y a beaucoup d'autres inconscients. Donc, on va dire, il y a la magie, la télépathie, il y a tous des phénomènes qui nous touchent dans notre vie, mais la psychanalyse, elle ne s'intéresse pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a des limites bien centrées, des limites bien centrées. C'est pour ça qu'on parle qu'on ne peut pas tout mélanger. Donc on dit que la psychanalyse produit plusieurs ruptures. Donc elle produit une rupture par rapport à la conscience. Elle produit une rupture par rapport à la philosophie, puisqu'elle va dire que ce n'est pas à partir des causes qu'on va pouvoir penser ce qui va se passer, parce qu'on n'est pas des voyants, sinon que c'est à partir des effets qu'on va pouvoir reconstruire pour savoir d'où ça vient, pour pouvoir construire la cause. Puisque le centre du psychisme humain n'est plus la conscience, mais l'inconscient.
Il y a une rupture par rapport donc à la philosophie de la production scientifique qui part des effets du travail inconscient, c'est-à-dire le discours du patient. C'est-à-dire que l'inconscient produit aussi une rupture par rapport à la vie du sujet. Et ça, c'est intéressant parce que on va voir que le sujet, quand il vit les choses, en général, quand il vit les choses une seule fois, il se rend compte de rien. On dit que quand la mère va enlever le sein au bébé, le bébé il ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. Bon, alors il peut rejeter le plastique du biberon, etc. Mais il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il ne sait pas qu'on lui a enlevé le sein, qu'il a perdu son premier objet d'amour. Il ne le sait pas. Il va s'en rendre compte bien après. Alors, selon les histoires de chacun, il y en a qui vont le savoir rapidement quand ils vont voir le petit frère, la petite sœur, ce qui lui arrive, et c'est là qu'il va se rendre compte, quand il va voir ce qui lui arrive à l'autre. Et puis ça peut arriver bien plus tard. D'accord? Donc, l'inconscient se produit par après-coup. C'est un autre temps qui va gérer l'inconscient. Ce n'est pas au moment où je le vis. C'est par après-coup. Toujours par après-coup. C'est toujours à partir des effets. C'est-à-dire qu'il fonctionne en moi sans que je m'en rende compte. C'est un savoir qui fonctionne en moi sans que je le sache. Et pas simplement pour vous, sinon pour moi et pour tout le monde. D'abord, c'est notre structure, c'est la structure de notre appareil psychique. Alors après, on peut s'intéresser, étudier la psychanalyse, on peut se psychanalyser. Si on ne faisait pas société, on n'aurait pas de problème. Donc, l'inconscient se construit par après-coup. Et en plus, il y a une autre rupture, une autre blessure, plutôt plus qu'une rupture, c'est une autre blessure narcissique qui est très importante aussi, d'accord, produite par le concept d'inconscient, c'est quand la psychanalyse, elle vient souligner à l'être humain l'importance énorme qu'a sa sexualité dans la vie psychique. La sexualité dans la vie psychique, pas dans nos lits. D'accord? Et donc ça, c'est une autre blessure pour l'être humain, pour le narcissisme de l'être humain, qu'on vienne lui dire que sa énergie sexuelle, qui est en relation directe avec le psychisme, ou que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie psychique, a autant d'importance. Ça, c'est une autre blessure. Donc vous voyez, la psychanalyse, elle vient réellement révolutionner. Et si on pense que avec un travail analytique, on peut arriver, bien évidemment, à vivre en prenant en considération ces choses, en prenant en considération que quand je fais quelque chose, je ne dois pas m'occuper des résultats, que je dois premièrement faire les choses, et quand j'aurai le résultat, j'irai en analyse et j'irai raconter ce qui s'est passé pour voir si on peut m'interpréter. Que premièrement, je dois faire les choses, par exemple. Et qu'en plus, je ne peux pas calculer parce que je ne sais pas ce qui va se produire, je ne sais pas comment ça va se produire. Donc il y a plein d'éléments qui font que si j'arrive à accepter les découvertes de la psychanalyse dans ma vie, non seulement je vais acquérir ce nouveau niveau d'objectivité, c'est-à-dire ce nouveau niveau de connaissance de moi-même, comme être humain. Je ne parle pas simplement chacun après avec sa propre histoire, sinon comme être humain, parce que dans ces cas-là, nous sommes tous dans la même situation. Même si notre appareil psychique s'est construit d'une façon différente pour chacun, il y a les mêmes mécanismes qui sont en place, il y a une énergie, alors chacun a une énergie différente. Il y a des gens qui ont une énergie psychique débordante et il y a des gens qui ont une énergie plus faible. Ça c'est vrai, il y a des différences. Et donc après, s'il y a en plus une partie de l'énergie qui est encastrée dans la répression et qui s'occupe simplement de réprimer, le sujet ne peut pas faire grand-chose. Alors quand il vient en analyse et qu'il commence, on va dire, à déblayer un petit peu cette énergie qui était réprimée par des idées, qui commence à faire face à ces idées, du coup, il va pouvoir disposer de plus d'énergie. Toute cette énergie qui servait à la répression, d'un coup, il va pouvoir disposer de cette énergie, par exemple. Mais que notre appareil psychique, il est le même pour tout le monde. Nous avons tous les mêmes mécanismes.
Nous avons tous un inconscient, un préconscient, inconscient, le ça, le surmoi, la tata. Nous avons tous la même chose, mais bien sûr, pour chacun, ça s'est constitué de façon différente. Nous n'avons pas tous le même surmoi, et nous n'avons pas tous la même relation avec ce surmoi. Ça veut dire que le fonctionnement de cet appareil psychique est extrêmement complexe. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu dans cet appareil psychique. C'est pour ça que la psychanalyse, il faut l'étudier toute notre vie. Toute notre vie pour continuer à apprendre. Et on doit se psychanalyser tout le temps parce que sinon, en fait, ces idées de rupture, hein, de la même façon qu'on continue à dire que le soleil se lève et que le soleil se couche, avec la psychanalyse, c'est la même chose. Si j'arrête de me psychanalyser, je suis persuadée que ce que je pense, c'est vrai. Je finis par penser que mes illusions sont réelles. Je retourne en fait à ces croyances que mes sensations sont vraies. Hein? Alors qu'avec le travail, c'est pour ça que le travail analytique est nécessaire pour qu'il y ait régulièrement des interprétations qui viennent me décentrer de là où je suis, qui viennent me montrer que non, que moi je suis persuadée que, mais le psychanalyste vient et dit et pourquoi vous ne regardez pas plutôt par là? Parce que ça. Non, c'est-à-dire que pour montrer que non, qu'il faut régulièrement, non, constamment, on va dire. C'est pour ça qu'on dit qu'un psychanalyste devrait pouvoir se psychanalyser 4 fois par semaine pour ne jamais croire à ce qui lui arrive. Non, Nidal, je vous en prie. Et donc c'est pour ça que, comme je disais au départ, que la psychanalyse c'est bien plus qu'une thérapie. C'est un élément révolutionnaire pour l'humanité. C'est un élément, mais c'est un élément révolutionnaire pour l'humanité, mais ça doit se faire un par un. Alors bien sûr, ce qui serait formidable, c'est qu'il y ait des institutions, des institutions sanitaires qui puissent s'approprier, mais ça ne peut pas, c'est trop révolutionnaire. Si on n'est pas psychanalyste, on doit quand même se psychanalyser toute la vie. Christine, ça c'est un choix, c'est une possibilité. Il y a des gens qui viennent, qui prennent 3 séances, qui en 3 séances ont réussi à résoudre le problème pour lequel ils venaient et qui ne reviennent plus jamais. Et il y a des gens qui, parce qu'en plus il y a la jouissance de venir parler, d'avoir la possibilité d'avoir un espace où on parle librement et d'apprendre à parler en fait, parce que c'est une seule façon d'apprendre à parler librement, à apprendre à associer, à apprendre à se découvrir de nouvelles phrases, pas être tout le temps en train de répéter, parce que vous voyez les gens, non, on va avec une amie, on répète notre histoire, on va avec l'autre amie, on répète la même histoire, on répète la même histoire. La possibilité pour modifier nos histoires, c'est la psychanalyse, sinon on répète tout le temps la même chose. Donc, c'est pour ça que la psychanalyse, c'est plus qu'une thérapie. C'est un instrument de libération. Et c'est un instrument révolutionnaire pour la société, mais révolutionnaire pour le sujet, parce qu'on doit commencer nous-mêmes par nous révolutionner. C'est une véritable révolution. Tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est une véritable révolution. La mettre en pratique, là, c'est une autre mise en... c'est un travail. Un travail. C'est un travail. C'est un travail à pouvoir suivre, à respecter, à dire bon j'ai une séance, j'ai pas envie d'y aller mais j'y vais quand même. Pourquoi? Parce que si je suis du verbe suivre ce que je n'ai pas envie, je fais pas grand chose dans ma vie, non? Oui, un instrument, mais qui fait peur, c'est pas qui fait peur, sinon que l'être humain ne veut pas voir sa vérité. C'est difficile de faire face à sa propre vérité, comme être humain. Je ne parle pas de la personnalité de Christine ou de Clémence, que ça c'est une autre chose en plus, mais simplement de faire face à cette humanité qui est en moi, à cet humain que je suis. Alors je peux lui tourner le dos et faire comme si j'étais pas humain. Ou je peux faire face, et là je vais me retrouver donc avec ces blessures narcissiques, et il n'y a pas que ces blessures théoriques narcissiques, non, comme celle de Copernic, que plus ou moins nous avons assimilées, mais après il y a toutes les autres processus, on va dire, de travail analytique qui sont nécessaires de faire pour pouvoir améliorer notre relation avec tous nos fantasmes sexuels, améliorer notre relation avec la haine que de temps en temps nous voyons ou nous pensons que nous serions capables d'exprimer, avec tous ces sentiments humains avec lesquels nous vivons et que
nous pouvons, comment on fait pour vivre avec tous ces sentiments. Or, de l'importance d'avoir un face-à-face pour retrouver le dialogue avec soi. Mais ce n'est pas le dialogue avec soi. Non, parce que ce n'est pas avec un soi. Nous sommes des êtres divisés, Guy. Nous sommes des êtres divisés. Nous vivons avec la conscience, avec cette illusion, et derrière, il y a une autre chose, non, qui est en jeu. Donc, ce n'est pas avec soi. Nous ne sommes pas des individus, nous sommes des dividus. Nous sommes divisés. Bon, c'est suffisant pour aujourd'hui, je pense. Donc, je vais vous rappeler ce que dit le poète. Ne pas fuir, ne s'en prendre à rien, apprendre à converser tranquillement, c'est ce qu'enseigne l'amour. Merci de m'avoir accompagné. Donc, d'un côté, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. D'un autre, il y a un sujet très intéressant. Ah oui, nous commençons dimanche, donc, ou en différé pour ceux qui ne peuvent pas le voir, un cas clinique très intéressant que Freud présente, où on va faire toute une petite révision aussi de la libido, de montrer comment la libido, elle s'est dessinée dans la vie d'un président des États-Unis. Et c'est un cas clinique qui est tout à fait passionnant parce qu'on va rentrer dans la vie de ce sujet, de ce président des États-Unis, et on va rentrer, on va dire, d'une manière tout à fait particulière, une biographie tout à fait particulière. On va étudier justement toutes ces relations libidinales que le sujet va avoir avec les autres. Donc, si vous êtes intéressé, vous savez que sur la page, vous pouvez vous inscrire. Et sinon, on se retrouve mardi prochain avec un nouveau sujet. Donc, pour ces directs, merci de partager sur vos réseaux et à mardi prochain. Bonne continuation. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.